En Russie, rien n'a bougé, en apparence en tout cas, depuis la rébellion avortée d'Evgeny Prigojine. Mais de nombreuses questions se posent alors que la guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Que va devenir Prigojine? Que vont faire ces hommes? Le pouvoir de Vladimir Poutine est-il menacé? Et y a-t-il un risque de guerre civile en Russie? Avec nous pour en parler, Jean-François Colosimo, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes essayiste, documentariste, éditeur, auteur du livre « La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre, de religion ». En Europe, on voit la couverture, c'est aux éditions Albin Michel. Avec nous également en direct de Londres, au Royaume-Uni, l'historien russe Sergueï Radchenko. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur au centre Harry Kissinger et professeur à l'université Johns Hopkins de Washington. Vous êtes spécialiste de la guerre froide et l'un des plus éminents spécialistes des coups d'État en Russie. Commençons, Sergueï Radchenko, par cette vidéo de 11 minutes, vidéo sonore dans laquelle Yevgeny Prigojine s'exprime. Vous avez écouté attentivement ces déclarations. Que retenez-vous de cette allocution? Eh bien, la partie la plus intéressante de sa déclaration a été qu'il a expliqué l'accord, le deal qui s'est lié parce que Loukachenko, il a accepté de prendre Prigojine et de le prendre en Bélarus. Et je ne comprends pas si Wagner pourra prendre son équipement, emmener son équipement militaire au Bélarus ou pas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres questions. Comment est-ce que ça va impacter les relations avec le Bélarus, et Russie et Bélarus? Comment est-ce que les gens vont tolérer quelqu'un comme Prigojine qui vive sous l'égide de Loukachenko? Bon voilà, c'était la partie la plus intéressante de son discours. Jean-François Colosimo, en fait, on a le sentiment qu'il est dans la clandestinité désormais, Yevgeny Prigojine? Il faut toujours, à mon avis, revenir un peu à la nature, à la structure mafieuse de ce régime. Donc on a vu un capot des faubourgs, en quelque sorte, aller au centre-ville et demander au parrain des explications. Des explications sur quoi? Sur le fait que le parrain voulait le priver de ses armes, de ses hommes, et vraisemblablement aussi que le parrain n'a pas fait grand-chose pour empêcher que ses ennemis mettent un contrat sur sa tête. Il le dit dans cette vidéo, hein. Il est dit hors de question qu'on détruise Wagner. Hein. Voilà. Hors de question d'être enrôlé le 1er juillet au sein des forces russes. Mais l'armée avait demandé aux gens de Wagner de s'intégrer. Pourquoi est-ce qu'ils se seraient intégrés? Pour aller, pour le coup, perdre leur solde, qui est mirifique par rapport à celle des soldats russes, perdre leur autonomie, perdre leur chef, perdre leur capacité aussi de commettre des crimes de guerre, des exactions sans fin, etc. Alors, Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le généralissime, ont tenté un raid aérien, un bombardement sur le campement Wagner, qui probablement, peut-être, pas certainement, mais avait pour but, avait pour cible personnelle Prigojine, qui était devenu embarrassant, y compris pour Poutine, puisque Prigojine... Vous nous dites que la Russie a essayé de tuer Yevgeny Prigojine? Il était déjà, je veux dire, un paria. Il était devenu un paria parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Ensuite, il avait commis une grande faute, c'est qu'il voulait entrer en politique et vraisemblablement essayer de souder autour de lui l'opinion la plus chauvine. Et ça, Poutine ne pouvait pas le permettre. Il avait perdu le lien avec Poutine. Et voilà que, en fait, il est allé demander à son patron des comptes en lui montrant qu'il restait quand même fort, musclé. Et un deal s'est opéré avec cet improbable médiateur qu'est Loukachenko. Je crois que les 11 minutes expliquent ça plus ou moins. Les 11 minutes expliquent ça plus ou moins, nous dit Jean-François Colosimo. Sergueï Radchenko, Vladimir Poutine, lui, en revanche, n'a pas dit un seul mot aujourd'hui sur les événements de samedi. Ça veut dire quoi? Retour à la normale au Kremlin? Il essaye de faire croire que c'est retour à la normale. Il a eu un appel téléphonique avec l'émir du Qatar. On a eu un compte-rendu de son service de presse pour savoir quels étaient les programmes de la discussion. Poutine essaie de présenter comme si rien ne s'était passé ce jour-là. Et dans le même temps, il est absolument clair que son autorité a été totalement ébranlée et les questions doivent être posées. Qu'est-ce que faisait l'armée russe? Comment ça s'est produit? Comment est-ce qu'une organisation comme Wagner pouvait aller jusqu'aux portes de Moscou, à seulement 200 km de Moscou?
Et qu'est-ce que ça dit au sujet de Poutine? Pour moi, pour Poutine, c'est un moment qui est très mauvais. Et beaucoup de gens autour de lui, même au sein de la population, vont maintenant en parleront. Ils vont se poser des questions. Alors, est-ce que Poutine est en contrôle? Mais est-ce que pour vous, je disais, vous êtes un spécialiste des coups d'État. Alors certes, on n'est pas en 1991 aujourd'hui, on est en 2023. Mais est-ce que Vladimir Poutine a réchappé à un coup d'État, selon vous, à une tentative de coup d'État? À l'évidence, il y a eu un coup d'État en 91, un coup avorté. Gorbatchev a réussi à s'en sortir. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé ensuite. Quelques mois après, l'Union soviétique s'est effondrée. 93, 2020, c'était un peu différent entre Yeltsin et le Parlement. Et Yeltsin a remporté la Manche. Mais si on regarde une référence historique, qui est aussi historique, Kornilov, le chef des forces russes, a marché sur Petrograd, Saint-Pétersbourg comme ça s'appelait à l'époque, en septembre 1917. Et ça aussi, ça a échoué. C'était un coup avorté. Mais quelques semaines plus tard, les bolcheviks sont arrivés au pouvoir. Donc des coups manqués, des coups d'État manqués, mais ça peut précipiter la fonte et la dissolution de l'État. Jean-François Colosimo, vous dites aujourd'hui qu'on a tort, et c'est vrai que vous êtes un des seuls, hein, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, vous dites on a tort de penser qu'il s'agit d'un bras de fer et d'un face-à-face entre Vladimir Poutine et Yevgeny Prigojine. Pourquoi? Non, enfin, il y a un troisième homme? Voilà. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que Poutine sort totalement affaibli. Il a fait une déclaration insensée. Comparer cette espèce de cavalcade folle de Prigojine avec 1917 et hausser Prigojine au rang de Lénine, et en plus dire les coupables, les traîtres seront sévèrement punis, ils ne le sont pas. Mais ça, c'est pas étonnant, il convoque tout le temps l'histoire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine et bien avant. Oui, bien sûr, non, mais il s'est complètement déconsidéré, là. Il s'est complètement déconsidéré. Alors, effectivement, nous avons vu ça comme un bras de fer entre Poutine et Prigojine, parce qu'on oublie la nature clanique du système. Et donc, la question, c'est de savoir à quel troisième homme cette démonstration que Prigojine a infligée, en fait, en mondiovision, n'est-ce pas, sur l'ensemble des réseaux sociaux, en images. Il a démontré la faiblesse totale de l'État russe, de l'armée russe, la capacité à se rendre assez facilement au Kremlin. Qui sait, peut-être même à prendre le Kremlin, tout ça pour une affaire personnelle. Ouais. Aujourd'hui, à mon sens, les gens qui sont autour de Poutine a des lieutenants qui sont extrêmement puissants. Alors disons-les, vous en citez trois: Sergueï Naryshkin, Igor Sechin et Nikolai Patrouchev. Je ne vous demande pas le CV de chacun, mais on a vraiment trois panels différents. On a une aile réaliste, Naryshkin. On a une aile affairiste, Sechin. On les voit à l'image. Donc, si vous voulez, vous avez la tradition étatique, diplomatique. C'est Naryshkin, la tradition, pas la tradition, l'émergence de l'oligarchie marchande internationalisée, c'est Sechin, malgré tout. Qui dit ça suffit, cette guerre doit cesser, il faut reprendre le business, les affaires. Et puis vous avez le seul véritable appareil d'État qui reste, c'est le FSB, la garde nationale, l'administration du Kremlin. Et ça, c'est Patrouchev. Nicolas Patrouchev, et lui, il faut quand même en dire un mot, il a un fils qui est ministre de l'Agriculture. L'agriculture, vous avez vu combien l'affaire des céréales pèse sur le monde. Bien sûr. Fait de cette guerre une guerre mondialisée. Et là, Dimitri Patrouchev, il a 45 ans, il a fait Harvard. Et en fait, dans l'esprit de son père, qui est le plus vieux compagnon de route de Poutine, certainement, Dimitri ferait un successeur convaincant pour une Russie réconciliée avec le reste du monde et enfin réellement forte. Sergueï Radchenko, vous vous acquiescez aux propos de Jean-François Colosimo. Diriez-vous, vous aussi, qu'il y a en embuscade aujourd'hui un homme qui, discrètement, prépare peut-être, pourquoi pas, son arrivée au pouvoir? Vous savez, ce genre de spéculation se poursuit depuis des années. Il y a eu des spéculations sur le fait que Dmitri Medvedev pourrait être le successeur de Pouchkine, ou Shoigu à un moment. Beaucoup de gens ont été mentionnés comme héritiers apparents de Poutine. Et vous savez, c'est très dangereux. Si vous voulez être un héritier,
eh bien, c'est un siège très, très difficile sur lequel s'asseoir. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettraient leur visage devant les caméras pour dire « Hey, je suis l'héritier ». Mais comme Jean-François l'a dit, il est possible qu'il y ait une lutte en ce moment qui se poursuit avec ces différentes ailes, certains qui sont jeunes, d'autres qui sont plus faibles, certains hommes forts, les Siloviki. Et probablement, nous allons voir ce qui va en sortir. Mais Poutine n'a pas fait de choix pour l'instant. Alors, juste, j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'allocution de Prigojine, puisqu'il a parlé 2 jours après sa tentative de coup de force. On écoute Yevgeny Prigojine. D'ailleurs, le QG de Wagner, assure-t-il, opère normalement 2 jours après cette rébellion, et on se retrouve juste après. Nous avons commencé notre marche à cause de l'injustice. Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu. Nous avons fait demi-tour pour ne pas verser le sang des soldats russes. Voilà, on ignore où il est. Je me tourne juste vers vous, Sergueï Radchenko. Peut-être une petite réponse assez courte pour qu'on avance. Vous avez déclaré, si Prigojine a réellement abandonné Wagner, alors il est mort. Vous dites, selon vous, si Prigojine s'exile sans troupes en Biélorussie, c'est fini. Pourquoi ? Est-ce qu'il ça sera sa fin en Bélarus? Mais nous ne connaissons pas les détails de ce qui se passe. Est-ce que Wagner pourra continuer à opérer à partir du Bélarus? Les opérations africaines vont se poursuivre. Vous savez, il faut se souvenir que Wagner travaille en Afrique. Ça va continuer. Est-ce qu'ils vont participer à la guerre contre l'Ukraine? Ils ont joué un rôle important autour de Bakhmout, mais je ne vois pas que ça puisse se poursuivre. Mais ça pourrait se produire. Mais fondamentalement, la grande question pour moi, c'est la relation entre Poutine, Loukachenko et Prigojine. C'est un triangle extrêmement intéressant pour l'instant. Poutine ne tolérera pas une trahison. Alors comment est-ce qu'il peut permettre à Prigojine de travailler sous l'égide de Loukachenko? Eh bien, ça met aussi Loukachenko dans la ligne de mire. Hein. Donc, il y a un jeu de pouvoir qui se produit vraiment devant nos yeux. Et il y a aussi les services de sécurité, le FSB et le redoutable GRU. J'aimerais vous entendre à ce sujet. On parlait tout à l'heure d'une succession potentielle. Comment ça s'opère? Est-ce qu'il y a en ce moment des tiraillements au sein de l'appareil sécuritaire russe, d'après les éléments qu'on a selon vous? Alors, si vous permettez, je ne dirais pas que le GRU, c'est si redoutable que ça, parce que toutes les tentatives d'assassinat du GRU ont échoué et à Londres et sur Navalny. Alors, c'est le renseignement militaire, hein, le GRU. Oui, bien sûr, mais c'est eux qui étaient en charge des empoisonnements et qui heureusement, pour les cibles désignées, ont échoué. Moi, j'y reviens. C'est une bataille, je dis, parce qu'on a une structure, en fait, réellement mafieuse. C'est ça l'État russe aujourd'hui. Et donc, c'est une bataille. Il n'y a pas de dauphin désigné. Et là, je suis parfaitement d'accord avec notre grand historien. Quand un dauphin est désigné, c'est la position la plus incommode qui soit, parce que généralement, on finit très mal et on finit pas au siège du pouvoir. Mais là, je dis plutôt que la guerre et l'échec de la guerre produit des frictions entre des groupes qui représentent des intérêts divergents, n'est-ce pas? Et que, manifestement, l'autorité de Poutine a malgré tout été bafouée par Prigojine. Une des thèses possibles, très précisément, et là l'Afrique compte beaucoup, c'est que Prigojine, au lieu de rester en Afrique, là où Wagner est utile, avec sa cruauté, avec sa brutalité, avec son talent de manipulation, pour capter les richesses de l'Afrique, en fait, au profit de la Russie, bon, eh bien, là où il aurait dû rester en Afrique, il s'est mêlé de l'Ukraine et il s'est même rêvé un avenir à Moscou. C'est là où il est sorti, en fait, complètement de son rôle. Et la punition, c'est cette déportation en Bélarus, comme jadis il y avait sous les tsars des déportations en Sibérie. Est-ce qu'il va se survivre? Est-ce qu'il ne va pas lui arriver un très mauvais accident? Normalement, la question, c'est plus tellement Prigojine, c'est qui viendrait le remplacer à la tête de Wagner, parce que Wagner, en revanche, je ne crois pas que le Kremlin veuille et puisse s'en passer pour ses actions extérieures au-delà de la guerre d'Ukraine. Ouais, Sergueï Radchenko, Jean-François Colonzino nous disait que le GRU, renseignement militaire en général, ces derniers temps ratait ses opérations, mais la vie de Prigojine est-elle en danger selon vous?
Comme je vous l'ai dit précédemment, dans la situation où Poutine vous appelle traître et vous blâme en disant que vous l'avez frappé dans le dos, eh bien moi je serais très inquiet si j'étais Prigojine. Nous savons que Poutine a poursuivi d'autres traîtres entre guillemets, des gens dont il pensait qu'il les avait trahis, et je ne vois pas cet arrangement durer très longtemps. La seule chose qui puisse sauver Prigojine à long terme est peut-être de se retirer du pouvoir. Alors juste, on va réécouter. Juste un point, mais la faiblesse justement des services russes, c'est qu'on pouvait s'attendre, au moment où Prigojine arrive à Rostov-sur-le-Don et s'empare du quartier général des armées, qu'un agent infiltré du FSB le tue d'une balle à la tête, par exemple. Et manifestement, il n'y avait pas ça. Donc je pense que la décomposition et surtout la diffraction des centres d'équilibre et de pouvoir est quand même beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser, parce que la guerre est un échec monstrueux. Ouais. Alors justement, vous parlez d'échec monstrueux. À propos de sécurité ou d'insécurité, on écoute Yevgeny Prigojine. Je tiens à souligner que notre marche de la justice a montré beaucoup de choses dont nous avons parlé plus tôt. Il y a de graves problèmes de sécurité dans tout le pays. Sergueï Radchenko, des graves problèmes de sécurité dans toute la Russie. Comment analysez-vous ces déclarations d'Yevgeny Prigojine ? Ce qu'il a dit sur les problèmes de sécurité en Russie, je pense que ça, c'est une façon pour lui de mettre le couteau dans le dos de Shoigu. Comment est-ce que vous pouvez permettre ça, qu'on puisse aller jusqu'à Moscou? Est-ce que ça ne suggère pas que la Russie est très vulnérable, par exemple, vulnérable à une attaque de quelqu'un d'autre? Les Ukrainiens pourraient faire la même chose, par exemple. Mais c'est aussi une façon de souligner à quel point Wagner est professionnel et bon. Et si on me laissait prendre Kiev, eh bien on aurait pu le faire, alors que les militaires russes ont raté leur coup. Le problème avec cette déclaration, c'est que les militaires russes étaient vraiment déboussolés par ce qui se passait devant leurs yeux. C'est pas les Ukrainiens qui attaquaient la Russie, c'était une milice russe qui attaquait la Russie. Un début de guerre civile ? Pour moi, ça aurait pu être un début de guerre civile. Mais Prigojine a compris quel était le danger d'une confrontation militaire à l'extérieur de Moscou. Il a dit que quand on a vu ça, on a vu qu'il y ait eu du sang versé, on s'est retiré. Il s'est rendu compte que le jeu était terminé, parce que bon, c'était très audacieux, mais avoir contre lui tous les militaires russes, ils seraient morts. Juste une question pour finir. L'Afrique, on l'a entendu, l'historien Sergueï Radchenko le disait, Sergueï Lavrov aussi, ça va continuer au Mali et en Centrafrique, mais le 1er juillet, c'est bientôt. Ce jour-là, que se passe-t-il? Ça voudra dire que ce sont des soldats russes qui stationnent en Afrique? Je ne peux pas le dire. Encore une fois, l'invention de Wagner, c'est quand même l'invention de Poutine et du FSB, n'est-ce pas? Prigojine a été mis à la tête de Wagner. Wagner, ça n'est pas lui. Wagner, c'est depuis le départ, en fait, une extension volontairement construite par l'État russe pour pouvoir agir sans avoir de responsabilité étatique et politique, tout en menant une politique d'intérêt. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. Voilà alors, avec ou sans Prigojine, Wagner, ou quelque chose qui ressemblera à Wagner, continuera. D'ailleurs, il y en a d'autres, des paramilitaires, des milices. Merci Absolument. À vous, Sergueï Radchenko. Merci Jean-François Colosimo.